Le premier ouvrage de notre nouvelle table est un grand dos carré à rabat blanc, imprimé en monochromie noire, qui se revendique explicitement comme une liste. Titré numériquement 79 lange Liste, tout capital linéal grotesque ferré dans le coin supérieur gauche de la couverture, il est la liste des traces de la vie la plus matérielle et quotidienne d'une famille de l'Allemagne de l'Est, puis de la réunification. Ou plutôt, il est la liste des 18 premières années de Christian Lange, son auteur, travaillant à son projet de master de design graphique à la Zurich University of the Arts à partir des listes de courses scrupuleuses de sa mère, établies en vue de répondre aux besoins d'une famille aux moyens limités. Le livre s'ouvre par des documents frontaux, des carnets maternels échelle 1 sur fond noir. Il se poursuit par un texte monumental, à plusieurs titres, de la mère, écrit le 1er octobre 1970, commençant par « Je viens de rentrer de la crèche et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je noterai toutes mes dépenses. Encore une fois, ma bourse n'a pas duré jusqu'à la fin du mois. » Et finissant avant la signature par « La liste est ma vie ». S'ensuivent deux doubles de visuels du contexte de la ville de Greiz, située en République démocratique allemande jusqu'à 1989. Puis la liste de vie commence, en faible corps, justifiée sur le haut de la page, rangée en 4 colonnes répondant au rythme des mois. D'abord 4 mois par page, en texte pur, confrontant la définition de l'achat à son prix. Repas, 14 marks. Prêt pour parcelle de jardin, 30 marks. Puis une seule colonne et un seul mois pour la page décisive de la naissance de Christiane, en septembre, avec photos généreuses de la maman très enceinte, en tenue d'intérieur, dans la cuisine, sur 3 colonnes, et petite photo d'enfant incrustée dans une colonne, entre un bain moussant pour bébé, 12 marks, et de la nourriture, 6 marks. La liste émotionnelle se poursuit ensuite en jouant avec les 4 colonnes et l'incrustation, dans la litanie chiffrée, de courts textes d'explication, de témoignages des protagonistes et de documents photographiques de nature diverses. Photos intimes plus ou moins posées, photos documentaires d'intérieur, photos d'objets ou de produits d'époque, extraits d'imprimés tramés, de bandes dessinées, de publicités, d'étiquettes d'habits. Jouets fétiches, photos de mariage, de monuments, de vacances, de fêtes familiales, de travail, du père, de la mère du frère, du repas, du camping, de la voiture, la télévision, la classe, les copains. Le livre de liste se finit en catégorie d'achat, en hommage à la mère et en ouverture à l'autonomie. Le cas d'étude suivant est constitué par le premier et le dernier opus, les numéros 1 d'octobre 2011 et 3 d'octobre 2012, de la revue en forme et nom d'énumération Pyramide Diapason Roux-Cranté. Une revue et un programme en forme de fiction, d'archives ou de bibliothèque qui séquence dans un format poche un peu généreux et un tirage serré qui n'excédera pas 450 exemplaires, des contenus à l'aide des moyens d'impression risographique de la maison d'édition BAT ou Books, Arts and Texts, une maison d'édition autonome ou indépendante animée par les théoriciens François Aubard, Jérôme Dupeyrat, Camille Pajard et les graphistes Colline Sunier et Charles Mazet. Les articles s'enchaînent autour de l'art à l'âge de la reproduction technique de l'information, de l'image et du texte. On y croise toute une contre-culture faite de Whole Earth Catalogue, de publications open source, d'échantillonnage plus ou moins musical, des happenings aventureux du collectif The Play dans le Japon des années 1970, des phénomènes de bibliothèque, du livre d'artiste, du psychiatre Warren Brody, de l'informaticien Seymour Papert, du poète David Antin, de l'artiste multimédia Chris Marker, du journaliste pop-rock Paul Morley et de l'artiste Jack Goldstein. Les couleurs d'encre et de papier se multiplient alors que des typographies maison dessinées par Charles Mazet, l'Elsevier de transition solide et joueuse batte, la grotesque animée et contrainte Mercator, donnent une ligne aux variations tenues des mises en page de lecture de chaque texte. Les papiers sont bouffants et affirment la matérialité de leur texture. Des réimpressions plus ou moins lisibles à la granularité tramée manifeste s'intercalent entre les articles. Les nécessaires publicités consistent selon les moyens de leurs annonceurs en brillantes cartes de visite insérées, imprimées en dorure, en administratif tampon, en reproduction échelle 1 des cartes de visite des structures partenaires ou en petites annonces réservées aux particuliers. Partout, on sent un artisanat 2.0 et les échos de Private and Free Press. On aurait dû commencer la dernière présentation par la précédente revue 2.0.1 de la maison d'édition BAT, dont on n'a ici, du reste, que le dernier numéro, Pratique de l'image de novembre 2009. Cette revue de recherche sur l'art du 19e et du 20e siècle
dont on retrouvera les premiers numéros dans les tableaux à venir, traitent déjà de l'archive ou de la bibliothèque, mais d'une autre manière. Chaque numéro épouse en effet les formes d'une édition historique particulièrement représentative du thème qui lui a été attribué. Ainsi, cette revue consacrée aux pratiques de l'image va-t-elle s'approprier scrupuleusement la maquette du numéro 2 de 1955 de la revue Science et Nature par la photographie et par l'image. Mais la manière scientifique de reconstitution scrupuleuse des formes éditoriales n'exclut pas le jeu. On sent un réel plaisir d'érudit et de brocanteur à retrouver et manipuler dans des compositions bavardes les fontes d'époque, notamment les alphabets de Roger Excoffons de la Marseillaise Fonderie Olive ou les caractères Garamond, avec un T comme le nom de leur dessinateur d'origine, de sa concurrence parisienne d'Eberny et Peignot. Surtout, chacune des images originales forcément en décalage avec les nouveaux contenus de textes théoriques inédits, si elles sont conservées, viennent être habitées par les interventions discrètes d'encyclopédies parallèles de Batia Suter. Ainsi, le multicolore caméléon de la couverture a-t-il l'œil incrusté d'un métaphorique objectif d'appareil photographique. Ainsi, chacune des images monochromes des pages intérieures va-t-elle être parasitée par les tropes d'une intervention plus ou moins drôlatique ou symbolique. Une boîte de film photographique en apesanteur, la tête d'une autruche, un doux coussin, une merveilleuse constellation, un posemètre d'époque. Le nouveau cas d'étude propose aussi une collecte qui s'intéresse à la circulation des informations imprimées. Cette fois, il s'agit du catalogue des activités du Centre culturel suisse de Paris de 2006 à 2008, conçu en 2008 par Julia Born et Lorenz Brunner. L'ouvrage se présente dans un format de beau livre, sous couverture dos carré, assez forte, à rabat et estampé façon vieux cuir, mais étrangement traité en papier blanc mat et frappé en première et quatrième d'une collection de titres de presse internationaux, imbriqués en noir d'encre de typographie. À l'intérieur se déploie la lumière d'un bloc d'ouvrage généreux sur papier couché brillant de bonne main. Dès la page de titre, les 3 années consécutives sont traitées dans les 3 couleurs primaires de la technique des phénomènes visuels. 2006 rouge, 2007 vert, 2008 bleu. On retrouve dans la traduction de toute l'iconographie du livre le noir d'encre des tétières de couverture qui vient compléter le trio du code couleur temporel dans une quadrichromie d'imprimerie du quotidien. Et l'on comprend petit à petit le système métaphorique et brutal du livre qui fait suivre à la liste factuelle des événements la documentation de leurs échos dans les services de presse du centre. Le catalogue est en effet constitué de la suite de morceaux choisis des réactions journalistiques aux expositions avec leurs titres aux polices diverses et leurs textures caractéristiques souvent accusées par l'agrandissement de la trame typo d'impression et de la texture pixel du fax de transmission de données. La gestion typographique accuse la simplicité du protocole frontal, joueur et réflexif. Dans des rectangles d'empagement économique par défaut aux marges réduites et systématiques, le corps monumental d'une Peignot, caractère art déco, tout parisien dessiné par la fonderie éponyme de renom, par le fameux Cassandre, vient relayer, non sans ironie, et en fer à gauche, les informations relatives au centre suisse de Paris. Toutes données strictement informatives comme les dates, les légendes, les catégories d'événements, l'index, la pagination, le colophon, est traitée avec esprit dans un même corps et un même mode compositionnel imposant en Helvetica patriotique de service. L'ouvrage qui suit est paru en 2003. Il s'agit d'un format hybride pour ne pas dire rotor. Ni poche, ni beau livre, mi-poche, mi-beau livre, il affirme dès sa couverture brillante, en 12 couleurs d'eau et d'hôpital, une curieuse composition de normalisation administrative et de matière vivante qui se déploie en rabat de production personnelle et de références intimes. Pas de réel titre, mais une table des matières exprimées dans un tout petit corps, exclusivement en bas de casse et en intitulé institutionnel précédé de leurs acronymes bureaucratiques. DA, disposition alliée, AC, accès direct, MG, menu général, CP, commentaire prosélyte. Un fer à gauche de commercial traite gothique répond à une transcription arabe calligraphique plus ou moins accessible en fer à droite. Et le mouvement de la graphie se poursuit dans toute une agitation de bancs de poissons qui peuvent soudain se regrouper en silhouettes de lettres latines ou de cartouches diagrammatiques.
L'intérieur égrène, toujours en couleur, sur papier fort couché brillant et dans des compositions de formulaires dûment indexés, la litanie de récollement de la reproduction ou de l'édition générale des matières d'œuvre du travail de l'artiste graphiste Christophe Jacquet, dit TOF. Les textes d'amis, la liste des connaissances dit opérateur-utilisateur, des textes administratifs de l'auteur, un montage de morceaux choisis de travaux, une archive de photographies, de relevés vectoriels scrupuleux de porte-clés, d'actions quotidiennes ou d'enveloppes ouvertes, des dessins, des peintures, des travaux refusés, des typographies latines ou arabes faites de fritures prêtes à cuire, de miettes de pain, de paille, tout un bric-à-brac grouillant et gourmand en but à l'administration de son arrangement de communication numérique systématique. La dernière édition de ce plateau gourmand est le portrait d'une collection. Un beau livre au format généreux avec des couvertures en dur et reliures cousues, réalisé par Renaud Huberland et Salut Public en 2009. Une collection de photographies des avant-gardes de la modernité à aujourd'hui, réunie par Silvio Perlstein et présentée alors au musée d'Ixelles sous le titre peut-être provocateur « La photographie n'est pas l'art ». Dès la couvrure veloutée, la collection de reproductions photographiques se déploie en accrochage imbriqué plasticien d'ancien régime et en effet de hors-champ. L'intérieur, en papier bouffant de classe, est scandé depuis les plats par des cahiers d'un bleu, peut-être de cyanotype, qui vient marquer les entrées taxonomiques de la collection. Corps, objets, espace. Ces cahiers réguliers enserrent des cahiers étroits sur papier blanc qui déploient les thématiques et justifient les œuvres retenues. Les typographies sont des grotesques de lecture moderne de médiation. Les compositions en alinéas aérés laissent la part belle à la mécanique du texte de labeur et à son appareil de notes et d'iconographie d'information en marge de pied ou de grand fond. Dans les cahiers bleus de tête de chapitre, des images manquent visiblement dans la succession régulière des items imprimés en monochromie noire. La collection dûment indexée revendique visuellement les choix opérés par chaque catégorie de lecture par des effets fantomatiques peut-être caractéristiques du procédé photographique. Puis, les cahiers blancs restituent en pleine page le confort de lecture des reproductions documentaires des œuvres en couleur.